Bienvenue pour cette deuxième session me concernant. Donc pour PSHTML. Donc juste, je suis curieux, il y a des gens qui connaissent déjà PSHTML là? Ok, 3 personnes, 4. Donc 3. Donc il y en a qui l'utilisent alors, il y en a qui connaissent, il y en a qui l'utilisent alors déjà ou pas? Tu connais, ouais, c'est ça. Donc Gaël, je sais pas, et donc toi tu l'as, non, tu n'utilises pas. Ok, voilà. Donc peut-être que là on va vous convaincre que c'est quelque chose d'utile. Donc voilà, Synergy organise plein d'événements un peu partout. Super. Et voilà, donc c'est de nouveau moi. Je suis toujours J'étais MVP pendant 8 ans. C'était vraiment lui, c'est moi. Je suis aussi formateur. Je fais de l'automatisation, du PowerShell, je fais du pester, du CI/CD, tout ça. Et actuellement, je suis aussi DevOps Engineer chez Swisscom. Voilà, où j'ai créé enfin, j'étais dans l'équipe du Manage Windows OS pendant 7 ans, qui créait donc la partie Windows dans le cloud Swisscom pour nos clients bancaires, pharma, cantonal, etc. Donc maintenant, depuis août, j'ai changé de poste où maintenant je fais vraiment du pur dev pour nos clients workplace. Donc avant, j'ai fait du serveur. Et donc maintenant, je fais du workplace. Donc là, il y a des gens qui disent que moi, j'ai descendu. Euh, donc ouais, je l'ai fait principalement par attrait des technologies à laquelle je pouvais travailler dessus. Voilà, accessoirement, chez Swisscom, on cherche toujours des talents. Donc peut-être en fin de truc, je vais peut-être juste les afficher les postes qu'on a d'ouverts. Et donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Parce que honnêtement, franchement, non mais je fais de la pub, hein, forcément. Non mais c'est difficile de rencontrer des gens qualifiés et c'est difficile de trouver des postes où on est bien traité. Et franchement, c'est la meilleure boîte pour laquelle j'ai jamais bossé. Donc voilà, ça me ferait plaisir de partager mon temps avec des passionnés de PowerShell comme moi. Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'on va faire donc les slides ils vont être en anglais, hein, donc pardon, mais je les traduirai si jamais il y a des problèmes. Donc on va parler de c'est quoi PSHTML, euh, quels sont les fondamentaux, quels sont un peu les fondamentaux aussi des devs, enfin des skills dans le développement web qui existent parce que PSHTML il va t'aider à faire du web dans PSHTML, dans PowerShell, pardon. Je vais vous montrer comment créer des pages statiques HTML, donc par l'intermédiaire de PHTML avec PowerShell. Et puis, à la fin, on va voir aussi vraiment comment créer des pages dynamiques, donc comment on peut pousser le bouchon vraiment très très loin. Ce ne sera pas aussi loin qu'un PowerShell universal, c'est sûr, mais ce projet, il doit avoir maintenant, il a 6 ans maintenant, et donc voilà, c'est juste un peu pour montrer aussi où est-ce qu'on peut aller avec une technologie comme PowerShell. Ouais, et donc c'est ce que je disais, on va créer une application web vraiment avec PSHTML. Donc qu'est-ce que c'est, comment on va l'utiliser, les fonctionnalités et comment on va l'utiliser avec Polaris en fait. Donc, ça c'était l'autre truc. Donc finalement c'est quoi PSHTML? Donc tout le monde sait ce que c'est HTML. Hein, ouais, d'accord, c'est un peu le langage de structure de donner des pages web. Et donc PSHTML en fait est un module cross-platform qui reproduit le langage HTML à l'intérieur de PowerShell. Donc tu es dans ton PS1 et tu peux écrire du HTML sans jamais sortir, sans jamais avoir faire du truc. Je vais vous donner des cas concrets, quoi. Donc, en fait, PSHTML, c'est ce qu'on appelle un DSL, un Domain Specific Language. Donc, c'est un langage dans le langage PowerShell. Un peu comme Pester. Pester, il y a les it, les describe, ce genre de trucs. C'est un langage. Donc, en fait, il va avoir exactement le même look and feel, alors c'est avec d'autres mots-clés, hein, que dans Pester. Et voilà, ça s'intègre vraiment très très bien avec PowerShell. Et au final, quand on comprend les bases, quand on comprend
un peu les bases, on peut vraiment créer des trucs sympas. Donc voilà, où est-ce qu'on peut trouver PSHTML? Sur le GitHub. Finalement, tu tapes PSHTML dans Google, tu tombes direct là-dessus. Et tu peux aussi l'installer en faisant install module PSHTML. Donc, HTML, enfin PSHTML, hein, on peut avoir le truc comme ça. On voit ici qu'on a ici notre HTML de base. Hein. Si on ouvre la page HTML, enfin le point HTML, on voit qu'on a un header HTML, un head, un body, un footer. Et ici, on peut voir, vous voyez, c'est exactement la même chose. On a HTML, head, body, footer, vous voyez. Et donc là, on a un P avec un P, voilà. C'est la même chose, sauf que là, on est dans PowerShell, on a nos accolades, et là, on est dans HTML, et c'est du langage HTML. La même chose, d'accord. Ce qui est cool, c'est que ce qu'il y a là, ça a été généré avec ça. Tu vois, en fait, quand tu appuies ici F5, il génère ça. Et donc, c'est ça qu'on va faire aujourd'hui, c'est vraiment créer des pages web, finalement, avec truc. On va commencer par des petites démos. Donc, moi, ce que je fais pour mes démos, c'est peut-être un peu bizarre, mais moi, j'enregistre mes démos. Pour la simple et bonne raison que j'ai déjà vu des démos qui n'ont pas du tout marché, parce qu'il n'y avait pas Internet, parce qu'il y avait des bugs, machin, et en fait, ça casse un peu toute l'ambiance. Et donc, voilà, l'avantage aussi, c'est que quand tu récupères le PowerPoint, bah, tu peux regarder la démo et voilà, tu peux revivre le truc. Donc, je vais finalement commenter les trucs vidéo. Il ne faut surtout pas hésiter à m'interrompre, mettre en pause, on peut en reparler, quoi. Donc là, j'explique comment on l'installe. Voilà, c'est un module cross-platform. Installe module PSHTML. On voit ici qu'on a vraiment une ribambelle de commandlets. Et donc, si on voit bien, vous voyez, on a les P, on a les divs, les IMG, HR, head, H1, 2, 3, 4, 5, 6. Vraiment, j'essaie de reproduire tout le langage HTML. Mais vraiment, il est énorme. Donc, il y a tout jusqu'à une certaine limite. Et je vais vous montrer comment on peut dépasser cette limite. Et donc là, en gros, vous voyez, je génère une page, j'enregistre le tout dans une variable HTML. Donc là, j'ai un div, j'ai H1, 2, 3, 4, blablabla. Strong, là, c'est pour mettre en bold. Et donc, j'enregistre dans un fichier, outfile. Et donc, vous voyez là, basique, mais on a généré du HTML depuis PowerShell. Ce qu'il faut savoir, et en fait, c'est peut-être quelque chose que j'aurais pu mettre dans cette présentation, c'est que par le passé, avant d'avoir accès à PSHTML, enfin, même si tu décides aujourd'hui de ne pas utiliser PSHTML, tu le feras toujours comme ça, c'est que pour créer de l'HTML, par exemple, pour créer un rapport où tu veux montrer à ton chef ou tu sais, l'état des services ou ce genre de trucs, ou des trucs que tu envoies par mail, ben, l'HTML, c'est toujours le moteur qu'on utilisait, sauf que les gens, ils allaient vraiment construire l'HTML avec des plus égales, tu sais, tout dans une variable. Et en fait, tu écrivais vraiment le HTML en même temps que ton code. Tu sais, et donc ça, en fait, bah, le jour où tu devais changer quelque chose d'affichage dans ton HTML, eh ben, il fallait que tu trifouilles à ton code HTML qui était dans ton... Et en fait, tu pouvais vite regretter ce petit changement que tu as dit, ouais, c'est bon, 5 minutes. Et, ouais, voilà. Donc moi, l'objectif de ce module était venu juste, je voulais créer un DSL, je voulais voir comment ça marchait, et au final, je me suis amusé avec, et puis ça a eu un peu de succès quand même, quoi. Et en fait, au final, c'est utilisé quand même pas mal. Donc maintenant, on a un cas un peu plus poussé ici, on voit que j'importe le module direct. Voilà, là, ici, ce que je voulais montrer, ah mince, ce que je voulais montrer, ouais, ça c'est vraiment le problème avec les... Ce que je voulais montrer, c'est que ici, par exemple, je vais écrire un P. Vous voyez, et donc là, tout de suite, l'IntelliSense, il me propose de base des choses. Le content, les classes, l'ID, le style, le titre. Alors ça, c'est propre au P, je crois. Et les attributs. Et après, ici, on a les trucs de base de PowerShell. Et donc, ceux-là, content, class, ID et style, ils vont être là sur tous les commandlets qui existent. Div,
H1, 2, 3, 4, 5, blablabla. Et, en fait, au final, c'est des attributs qui existent dans HTML. Par exemple, style, ça va te permettre de faire du inline style, tu sais, de dire, voilà, cette balise, maintenant, je la veux rouge, par exemple. Je crois même que c'est l'exemple que je vais faire. Ouais, voilà. Donc, c'était pour montrer qu'il y avait l'IntelliSense. Et donc là, voilà, c'est ça. Donc là, maintenant, j'ai plein de petits cas où, vous voyez, je mets un ID, je vais mettre une classe et je vais mettre un style. Là, vous voyez, bleu, font size super grand. Et après, ici, la petite particularité, c'est il y a les attributs. Et dans les attributs, ici, on va pouvoir faire un custom attribut de 0,1 avec une custom val 0,1, 0,2, 0,2. Pour, justement, comme le langage HTML, il est extrêmement large, j'ai mis, moi, en place les attributs qui, pour moi, me semblent être les plus utiles ou les plus utilisés. Et donc, si jamais ils ne sont pas disponibles, ceux dont vous avez besoin, pas de problème, tu peux rajouter les tiens avec les attributs, quoi. Ou alors, même mieux, tu fais un pull request sur le module, il est open source, et puis je le merge, il n'y a pas de souci, quoi. Donc, ouais, et donc, les custom attributs, et là, pareil, je le mets dans un fichier, je le outfile, et voilà. Et donc, quand on l'ouvre, c'est ça. Hein, donc, on a le gros truc bleu qu'on voit tout de suite, et tu vois, maintenant, on va ouvrir, on va garder les détails du code dans le browser Chrome, et on voit ici qu'on a l'ID, on a la classe custom ici, on a le style et les custom attributs ici. Voilà. Sans jamais sortir de PowerShell et sans faire les plus égales avec les strings qui ont rallongé, quoi. Voilà, donc, comme vous avez pu le voir, j'ai déjà mentionné, en fait, chaque commandelet a une structure de tag HTML. Donc, on a le tag de base, donc ça, c'est, on va dire, générique. Hein, donc, on va dire, par exemple, div. Il va toujours avoir un content, un ID, un class et le style, hein, c'est ce que je disais avant. Et après, si jamais il nous manque des choses, on a attribut. Donc, pareil, pour link, on a des choses qui sont spécifiques à link, donc href par exemple, rel, et donc, ou pour script par exemple, là, c'est aussi des éléments du langage HTML, voilà, ils sont là. Donc, vous voyez là, source, boom. Et comme ça, avec ça, par exemple, script, on peut intégrer, par exemple, un Bootstrap JS dans une page HTML générée avec PSHTML. Donc, comment on fait, en fait, pour... écoute, moi, je connais pas trop HTML, mais par contre, j'aimerais bien faire un truc. Comment ça va? Voilà. Comment on trouve de l'information? En fait, tu vas sur W3 Schools ici. Par exemple, je crois ici, je veux créer une alerte, je crois. Comment je fais? Donc, je vais sur Input et tu peux faire des recherches. Et là, vous voyez, ça, c'est tous les attributs qui sont possibles de mettre. Tu vois? Donc, il y en a juste trop. Et là, par exemple, il y en a un qui s'appelle Pattern qui permet de faire un regex sur le input. L'input, c'est le truc de texte où tu vas mettre du texte dedans, quoi. Donc, vous voyez, là, justement, je l'ai fait passer justement par attribut. J'ai mis une regex et je dis là, finalement, que je veux qu'il valide que ce soit une adresse mail. Et je le mets dans une forme. Vous voyez, donc tout ça, c'est vraiment de l'HTML. Donc, pour ceux qui ont fait de l'HTML, ça, en principe, ça devrait couler de source. Ce qui n'était pas pour moi au début, hein, quand moi j'ai commencé, pour être honnête. Et donc là, vous voyez, on a la petite case validée. Et donc là, en gros, si j'écris un truc, mais ça ne marche pas. Si j'écris un autre truc, mais ça ne marche pas. Et puis là, maintenant, toujours pas. Je pense qu'il avait compris, je n'étais pas obligé de faire autant. Et donc là, voilà, une fois que c'est validé, voilà. Donc il n'y a pas, je ne redirige pas vers un endpoint en particulier ou vers une page en particulier, mais le submit, là, il passe, c'est valide. Ouais. Je veux savoir qui permet d'intégrer les templates, les modèles qui complètent les paramètres. Oui, totalement, j'en viens, petit à petit. Mais oui, c'est exactement ça. Donc, j'ai l'impression que c'est le même, ça. Oui, ça, c'est le même. Donc, voilà, s'il y a un tag qui est manquant, voilà comment on fait pour trouver, voilà comment on fait pour le rajouter, donc avec le moins attribut.
et, comme je disais, ou alors par pull request directement sur PSHTML, ou alors ouvrir un issue sur le GitHub. Donc, il y a une autre fonctionnalité assez intéressante qui s'appelle les tables. Donc, qui est en fait un tableau, hein, avec des colonnes, machin. Donc, il y a deux manières de créer en fait des tables. Donc, soit on va créer une structure complète nous-mêmes, HTML. Donc, tu vas mettre le truc table, après TN, TR, T-body, genre de truc. Tu peux vraiment le faire toi-même si tu veux, si tu aimes te faire mal. Et alors, justement, tu veux utiliser la méthode plus rapide et tu peux utiliser Convert to PSHTML Table. Donc, en fait, en gros, je vais le montrer là. Tu vas pouvoir passer un objet direct à Convert PSHTML Table. Et donc là, ici, maintenant, je le crée tout à la main. Un caption, donc c'est un titre. Vous voyez, en haut, il y a une table. Là, c'est un row. Après T-head, c'est les headers. Les TD, c'est les machins, les lignes, quoi. Voilà. Une petite table mignonne. Voilà. Basique. Et donc là, maintenant, autre, vous voyez là, get process, 2 lignes. Je convert to PSHTML table. Et je lui passe finalement dans l'objet, je lui passe le process. Et là, ah oui, donc ça c'est important. Donc là, je voulais montrer quand même qu'il y avait que de base, il y a quand même tous ces trucs qu'on peut mettre. Donc ça veut dire que même si au milieu de ta table, tu veux faire quelque chose, ou tu veux rajouter du style ou des classes quelque part sur tes éléments au sein de ta table, tu peux. Tu as vraiment beaucoup de puissance en fait ou de flexibilité, on va dire, sur ce qu'on peut faire. Le même problème. Ouais, donc ouais, c'est là où j'étais plus ou moins. Donc voilà, donc là je prends les process, convert to PSHTML table, et puis je le mets dans un fichier et on fait un out file. Et donc il y a une commandelette entre temps qui est apparue qui s'appelle export PSHTML document, qui te permet en fait finalement, tu lui passes l'objet et il va te plus besoin de faire out file. Donc vous voyez là, une petite table, il n'y a pas grand chose, mais vous voyez, au final il fait la même chose que ce que j'ai fait à la main, sauf que il est fait pour nous, quoi. Une abstraction. Ouais, donc les includes, ça c'est intéressant. Les includes, ça encapsule des codes blocs identiques. Ça facilite vraiment la réutilisation de codes identiques. Donc, par exemple, un menu qu'on aurait en haut ou le footer tout en bas, vous voyez, qui va être pareil partout. Ou alors, on a un snippet de code qui est tout le temps, qu'on va appeler plusieurs fois. Dans un include, on va pouvoir le rappeler. C'est une espèce de fonction, si on veut. Voilà, ça réduit justement le scope de refactoring. Donc là, vous voyez, j'ai body et footer dans le répertoire include au sein du truc PSHTML. Donc là, le body, justement, vous voyez, il ne contient pas grand-chose. Je vais le mettre sur pause. Je vais très aller vite. Voilà, le body ne contient pas grand-chose. Il a le H2 et un cover PSHTML table. Et c'est tout. Vous voyez, il n'y a pas de décorateur au-dessus, il n'y a rien en dessous. Et donc, dans le fichier à côté, on a le footer, où on a juste un copyright, blablabla. Et dans notre HTML de base, dans le body, maintenant, je peux faire un write PSHTML include. Et vous allez voir qu'il va me le trouver. Vous voyez, il est, là, je tab. Et en fait, il les a détectés automatiquement. Donc, il suffit juste de rajouter un fichier là-dedans et ils apparaissent là. Ou alors là, en bas, maintenant, je le fais avec l'alias include, qui finalement, c'est un alias pour write PSHTML include. Et donc, voilà. Donc, on a le body et on a le footer qui ont été injectés dans PSHTML. Enfin, dans notre page HTML.
à travers les includes, quoi. Donc, l'avantage de ça, c'est qu'on peut prendre ce fichier qui peut être ouais, enregistré à part dans le Git. Et donc, quand il y aura des modifications, on va le voir, ça a été juste dans ce fichier. C'est bien propre, c'est séparé. Les responsabilités sont séparées, en fait. Et donc, ça, c'est ce qu'on veut avoir. À chaque fois, il me refait ça. Donc là, ouais, donc là maintenant, on va commencer à s'amuser, de vraiment utiliser PowerShell et surtout la logique, la puissance de PowerShell. Donc, comme vous avez pu le deviner, en fait, si on fait des trucs dans PowerShell, on va utiliser vraiment le langage PowerShell aussi. Et donc, c'est là où ça va devenir vraiment très puissant parce qu'on va pouvoir mélanger les deux. Et avant, il fallait faire des copies-coller. Et là, vous voyez, dans un UL, hein, au sein d'un body, j'ai un for each. Et là, j'ai une variable fruit que après je peux générer une table comme ça avec. Vous voyez? Et au final, on sort jamais de PowerShell. Et donc là, maintenant, je pousse le vice un peu plus loin. Je fais du Hyper-V. Et voilà, je sors les VM qui sont name et state. Et là, je veux juste ceux qui sont running. Tu vois? Et après, je convertis cet objet en PSHTML table. Ça, c'est méga simple, quoi. Et donc tout ça, c'est un fichier local qui est enregistré localement. Après, si tu veux, tu peux l'envoyer par mail ou tu peux faire autre chose, quoi, avec. Mais ça permet d'avoir une structure comme ça facilement d'accès, quoi. Et donc, effectivement, tu peux pousser le vice plus loin. Tu rajoutes ton footer là, un header en haut. Voilà. Donc les assets, donc là, on a vu jusqu'à présent, c'était un peu monotone. Ce qu'on a vu, c'est toujours gris et blanc. Noir et blanc. Et donc, en fait, finalement, dans ce que moi j'appelle asset dans PSHTML, ça serait des fichiers externes type CSS ou JavaScript. Et donc, en fait, CSS, c'est pour donner de la couleur, de l'allure, et le JavaScript, c'est pour rajouter de la fonctionnalité ou du dynamisme au sein de ta page HTML. Et donc, en fait, si vous avez des librairies JS au sein de votre boîte, vous pouvez les injecter comme ça, ou si vous avez des thèmes CSS, super facile à injecter comme ça. Donc, de base, PSHTML vient avec 3 frameworks disponibles. Il y a Bootstrap, jQuery et Chart.js. Bootstrap, c'est celui-là de Twitter. En fait, c'est vraiment... Tu vas pouvoir styliser ta page HTML juste avec des classes dans le classe. Donc, classe égale, et après, tu vas dire alerte, et puis il va te faire un super truc beau rouge. jQuery, c'est parce que Bootstrap, il en a besoin. Et Chart.js, c'est pour faire des jolis graphes, quoi. Voilà, donc, vous voyez, finalement, ils sont dans ce répertoire A7. Et si on en rajoute un autre dans ce répertoire, en fait, ils vont apparaître là. Donc, write PSHTML A7. Et là, automatiquement, il détecte ceux qui sont présents. Ici, on en a deux. On a deux Bootstrap. Pourquoi? Parce qu'il y a un CSS et un JavaScript. Et vous voyez, donc là, maintenant, si on spécifie le type script, il va dire, ah ouais, bah, ok, si c'est script, il n'y en a plus que un. Hein. Et donc là, on va pouvoir dire Bootstrap ou Chart.js. Si on donne aucun, si on spécifie rien, il va prendre tous ceux qui sont dans le répertoire A7, il va te les mettre tous dedans. Et donc, vous voyez là, de base, c'est un peu un meilleur aspect. C'est léger, mais c'est un peu mieux. Et vous voyez là, il a mis le link sur le style sheet vers le bootstrap.me. Ah, je suis allé un peu vite là. Ouais. Vous voyez, ici, on voit là, il y a le jQuery ici, le chart.bundle.min.js, le bootstrap. Donc là, on intègre vraiment ça c'est vraiment du web dev. Voilà. Donc on n'est pas obligé, c'est pas nous qui devons être obligés d'écrire ça, mais souvent dans des entreprises, il y a des équipes de web dev en fait qui mettent ça à disposition. Nous, on en a une par exemple chez Swisscom. Ça s'appelle le SDX, où c'est vraiment look and feel Swisscom blanc avec les trucs bleus là, bien fins. Et comme ça, moi, je peux l'intégrer dans nos rapports que moi je génère avec PSHTML, mais qui a vraiment le look and feel de Swisscom. Ah ouais, attends, en fait, Voilà, et donc là, maintenant,
pour un custom JS, mycode.js, vous voyez, c'est un fichier que j'ai créé moi-même où il n'y a pas grand-chose dedans. Je l'ai juste rajouté dans ce répertoire. Je peux spécifier par nom, vous voyez, maintenant il est disponible là. Et en fait, bon, la page elle est blanche parce qu'il n'y a rien, mais au final, la seule chose qu'on a fait, c'est qu'on a rajouté le script et en fait, il pointe là. Vous voyez. Voilà, donc maintenant, on a vu ça, et donc maintenant, on va essayer de le rendre joli. Et là, on va parler de Bootstrap, Twitter Bootstrap. Donc en fait, Bootstrap, il simplifie vraiment tout ce qui est stylisation de tes pages HTML. Le langage, il est très simple parce que tu fais que déclarer des classes. C'est vraiment... il n'y a même pas de loop, il n'y a rien. Et ça va rendre tes pages immédiatement, à partir du moment où tu intègres Bootstrap, ça va les rendre responsive, c'est-à-dire que tu vas pouvoir agrandir, rétrécir et tout, et il va automatiquement bien mettre les trucs que ça ait un joli aspect, sans que nous, on n'a besoin de rien faire. C'est très populaire sur Internet, donc tu peux googler, tu trouves des réponses, il y a des gens qui sont très calés là-dedans. Ce n'est pas un projet que personne connaît, c'est vraiment très facile à utiliser. Donc là, ouais, en fait, j'ai ouvert Chrome sur le côté. Donc, j'ai toujours mon HTML, head et body. Donc voilà, je vais le générer une fois sans Bootstrap. Il y a un paragraphe, machin, vous voyez. Ça ressemble pas de Bootstrap. Et donc, je change juste le titre. Je vais intégrer dans le head un lien vers le Bootstrap. Je vais dire, écoute, WordPress HTML asset Bootstrap. En fait, il y rajoute tout. Et vous voyez, il a tout de suite changé un petit peu l'aspect. Et on n'a rien fait. Et donc après, on peut... là, on peut changer le div. Je crois que je vais le faire. Bon, je le rajoute là, voilà. Ici, je rajoute un div. Ouais, donc c'est super simple à modifier aussi. Et ici, je rajoute une classe. Et là, je vais faire container. Ah non, même pas Jumbotron. OK. Et... oh, je ne sais pas pourquoi je fais un jumbo. Voilà. Je crois que là, maintenant, je vais faire classe et je vais faire container. Voilà, c'est ça. Parce que le container, ça va dire, ça va donner les bordures un peu, vous voyez, ça fait de l'espace là en haut, ça fait une espèce de, ça va centrer toujours sur la page et tout. Mais donc, vous voyez, donc c'est ça, c'est qu'au final, on rajoute moins classe et après, on écrit des trucs. Et donc, comment on fait pour trouver toutes les choses qu'on peut faire avec Bootstrap? Bah, tu vas sur le site de Bootstrap. Et par exemple, moi, je voulais créer un alerte. Donc voilà, là, ça, c'est les espèces de messages qu'on peut faire. Regardez, là, il y a un exemple de truc. Dans classe, on écrit alerte, alerte success, copie-colle, tel quel, dans la classe, là. Donc, le another message. Et là, boum, il est vert. J'ai rien fait. J'ai fait un Google, j'ai copié-collé et c'est dedans, quoi. Voilà. Donc, maintenant, les rapports, les charts, comment on dit ça en français, les graphiques. Donc, disponible dans PHTML depuis la version 7.1. Ça utilise le Chart.js library. Puis ça permet de dessiner des graphiques dans ce qu'on appelle des canvas. Donc, des canvas, c'est un mot-clé dans HTML. Hein. Donc, avant de m'intéresser à ce projet, je ne savais pas du tout ce que c'était un canvas dans HTML. Donc, ça, c'est des exemples de graphiques qu'on peut créer. Il y en a 4 qui sont supportés. Il y a les bar charts, il y a les pie charts, il y a les donut charts. Au final, c'est exactement la même chose qu'un pie chart, ouais. Et puis il y a les line charts. Donc il y en a 4. Donc on se base sur Chart.js. Et en fait, Chart.js, c'est un peu... c'est du JavaScript. Alors, c'est un peu difficile aussi de représenter des datas dans un graphique, je pense. Donc, il y a une espèce de structure qu'il faut vraiment respecter quand on veut créer un chart avec PHTML. Et donc, ici, là, sur ce slide, c'est vraiment la structure générique. Donc, on va avoir des datas. Dans ces datas, par exemple, 2, 0, 1, 4, 2, qui peuvent représenter le nombre
de messages, au nombre d'alertes ou d'incidents qu'on a eu cette semaine, lundi 2, mardi 0, je ne sais pas, un truc comme ça. Après, on va voir ce qu'on appelle un dataset qui va contenir nos data qu'on va mettre dedans et un label et des couleurs. Donc, en gros, on va pouvoir styliser notre dataset. Vous voyez ? Et après, on va ajouter notre dataset dans un chart. Sauf qu'avec des labels. Et on va lui dire, ce chart, je veux que tu me le génères dans le Canva qui a cet ID là. Parce que tu peux avoir plusieurs. Au final, tu peux avoir 3 graphes l'un à côté de l'autre. Ça va être Canva ID 1, Canva ID 2, Canva ID 3. Et l'autre particularité, c'est que tu peux avoir plusieurs datasets ici. Ce qu'on a vu avec les line graph, par exemple, chaque ligne, c'est un dataset. Vous voyez ? Et donc finalement, avec une autre set de data. Et donc en fait, ces trois constructions, ils vont être visibles dans PSHTML. Donc ceux-là, je les ai vraiment mis là pour référence, parce que moi, il m'a fallu du temps déjà pour comprendre la structure, et donc, surtout aussi pour que les gens ils puissent aussi le fabriquer. Et tout ça, en plus, hein, parce que sinon, c'est pas rigolo, il faut le mettre dans une balise script, parce que c'est quoi ? Parce que c'est du... Non, c'est du JavaScript, justement. C'est ça, c'est balise script, JavaScript. Tu vois ? Voilà, donc là, je vais faire un bar canvas. Vous voyez, là, j'ai mon Canva, avec le Canva ID. Je ne sais pas où il est l'ID. Ouais, donc là, je référencie. Ouais, et donc ça aussi, là, ce que je veux montrer, c'est qu'ici, je ne référencie pas le chart.js local du PSHTML, mais je lui indique celui-là qui est sur un cloud share, quoi, sur un CDN. Donc, en gros, tu peux utiliser les nouvelles fonctionnalités, une nouvelle version du truc, si tu veux, dans PSHTML, quoi. Mais il vient aussi out of the box avec une version de base, quoi. Donc voilà, donc là on a les datas, hein, donc vraiment j'ai généré des trucs, des labels, janvier, février, mars, avril, et puis là je le rajoute. Donc j'ai un chart bar dataset, je lui rajoute les datas, je lui donne un label et je lui donne une couleur, voilà, color blue. Et finalement, je rajoute mon dataset dans dataset et je lui donne un titre. Vous voyez, ici, on n'a qu'un dataset. Potentiellement, on peut mettre plusieurs. Et donc, on va le générer dans ce Canva là-haut, finalement. Vous voyez, ici, ouais, il est dans le script. C'est un script JavaScript. Voilà. Et donc, ça génère ça. Donc, c'est cool parce qu'au final, on ne fait pas grand-chose, quoi. Enfin, l'effort de notre part, il est pas énorme, c'est ça que je veux dire, pour le créer. Donc, là, je fais un petit using module, on en parlait ce matin. Donc là, il y a j'ai plusieurs canevas, vous voyez, un canevas là, et je vais en faire un bar, un pie, un line et un donut. Et donc finalement, j'ai mes datas qui sont là, et je crée des datasets, et puis je génère mon chart en attachant. Vous voyez là, j'ai 3 datasets dedans. Et donc là, au final, je rajoute, je fais un peu beaucoup de scroll là. Voilà, ouais, et en haut là, du coup, je prends le chart.js local. Il ne va pas prendre celui-là du CDN, il prend celui-là local, et puis F5, et puis il génère ça, quoi. Et donc ça, c'est assez cool, parce que, enfin, on avait quoi ? On avait peut-être 20 lignes là. Alors après, je suis d'accord, c'est un peu, la structure, elle est un peu, alors pas bizarre, mais il faut comprendre comment ça marche, comment il faut structurer tes données, structurer ton objet, parce qu'au final, PHTML, ce qu'il fait, c'est qu'il génère juste un objet au format JSON, c'est tout. Et en fait, Chart.js, il comprend le JSON, enfin, tout ce qui est JavaScript comprend le JSON, en fait. Et lui, il a besoin d'un objet bien particulier en JSON qui est structuré d'une manière vraiment très précise.
Et PS-HTML génère juste cet objet JSON, finalement. C'est juste ça. Au final, tout à la fin de la chaîne, c'est juste un convert JSON. Il n'y a rien de fou. Et donc maintenant, on combine tout ensemble. Donc on a vu la structure de base, on a vu un peu le bootstrap rapidement avec les classes, et on a vu un peu comment on peut faire des charts. Donc voilà, maintenant on a un truc un peu, un script un peu plus plus poussé, on va dire. Donc là, je fais un tribute to Snover. Snover, c'est l'inventeur de PowerShell. Donc vous voyez, là, je fais une image, je récupère une image sur ce lien-là. Je vais sur Wikipédia. Vous voyez, là, website, Wikipédia, Invoke Web Request. Je reprends tout le wiki de Jeffrey Snover. Je lis tout ce qu'il y a sur lui et je crée des trucs. Après, je vais sur snoverism.com. C'est des expressions que Jeffrey Snover il a dit, et finalement je crée juste une page web avec d'autres données de d'autres sites. Donc là j'ai un footer machin, et puis je le génère, F5, et ça va s'ouvrir, et voilà. Et donc en fait, vous voyez, finalement il n'y a pas beaucoup de lignes. Ce qu'on fait, on a récupéré une image. Donc là, vous voyez, la source Wikipédia. Là, on a les snovérismes. Et tout ça, c'est dans la même page. Et au final, il y a un peu plus que 20 lignes, quoi. Mais ça devient facile. Ce genre de chute devient vraiment acceptable, quoi. Enfin, accessible, pardon. Ouais, et donc, ouais, les snovérismes, ça, c'est rigolo parce qu'il a toujours des expressions de vieux papy rigolos, en fait. Et ouais, je sais pas. Il dit des trucs un peu rigolos. Donc, dommage qu'il n'est plus dans le monde Microsoft. Mais ouais. Et donc là, c'est de nouveau la même chose. Et donc là, ouais. Donc là, par exemple, donc moi, je gérais aussi le French PowerShell User Group, qui est un user group francophone de passionnés de PowerShell. Et donc là, en gros, je vais récupérer des données sur Meetup PS, enfin sur Meetup, à l'aide de Meetup PS. Je cherche les données et après je vais les display, quoi. Donc en fait là j'ai un container, j'ai un Jumbotron qui était un construct, une espèce d'entête comme ça de Bootstrap. Vous allez voir, vous voyez. Donc là Get Meetup Event, en fait c'est un module qui te permet d'aller chercher les données toi-même. Et après là, avec ces données, je crée un chart bar dataset. Je le converte ici à une table HTML. Là, Get Meetup Event, qu'est-ce que je fais là? Ouais, je le pose dans le Canva ID ici. Donc voilà, on va avoir un chart de type bar. Et maintenant, on fait F5. Et donc voilà. Et donc là, donc ça, c'est le Jumbo. On le voit pas bien, mais en fait, un Jumbotron, il y a une espèce de carré. Et donc, vous voyez, donc là, on a une table avec toutes les valeurs. Voilà. Donc c'est un exemple de ce qu'on peut faire. Et vous voyez, finalement, là, bon, il y a un peu de HTML, mais au final, c'est toujours la même chose et c'est pas fou à faire. Et donc là, maintenant, je change juste, vous voyez, le même code, je change juste la source. Au lieu de prendre celui-là de French PowerShell User Group, je prends celui-là du groupe de Hanovre, et vous voyez que là, c'est un autre. On a la même structure, sauf qu'on a d'autres données maintenant qu'on peut montrer. Et c'est cool parce que j'ai changé qu'une seule variable, quoi. Vous voyez. Donc pour la réutilisabilité, c'est pas mal. Donc ça, j'ai déjà fait. Ah oui, et donc là aussi, c'est sympa. Par exemple, pour Pester, donc là maintenant, j'ai une classe Pester là, de documents, et je le pointe vers un result.json, qui est en fait un export au format JSON des tests Pester. Je lui rajoute quelques classes d'HTML, vraiment basique, une table. Donc là, je l'ai fait old style, et puis en dessous, je le fais new style, on va dire. Je dis quelle propriété de l'objet je veux, fail count, total count. Voilà, je ne dis pas tous parce que des fois, il y en a trop. Et là, on spécifie le canevas. Et voilà, on a ce pester took, blablabla. Je vais remplacer par les éléments qu'il y avait dans ma variable pester. Vous voyez. Et en fait, on a ça. Donc là, on a une manière de montrer en fait les tests pester. Et donc pour ceux qui connaissent Report Unit,
C'était un outil en fait qui permettait de générer exactement ça finalement, mais avec une application. Et en fait, l'application est sortie, ils ont arrêté de faire du support. Donc j'ai écrit ce truc-là. Donc oui, effectivement, je pourrais mieux le centrer et tout, mais voilà. Donc en fait, on a accès à plein d'informations là. Donc ça, c'est quelque chose par exemple que moi j'utilise à mon travail, quoi. Donc là, on a tous les fail tests, voilà. Donc ça, c'est des choses qu'on peut passer à nos collègues, voilà. Enfin, ça permet de générer des rapports qu'on envoie par mail ou qu'on stocke sur un share et les gens ils peuvent y accéder, ou alors justement sur un serveur web et on va y arriver. Donc après, il y a aussi des snippets qui existent. Bon, j'ai plus que 4 minutes. Bon, les snippets, à la rigueur, on va aller vite. Ah oui, donc ici, on voit ici comment on les installe. Installe PSHTML code snippet. C'est une commandette qui est au sein de PSHTML. Quand on fait ça, il va créer les snippets. Et après, dans VS Code, tu as accès à des snippets comme ça. Donc, tu réfléchis même pas. Moi, j'écris les snippets de base pour avoir le body simple avec les vrais PSHTML. Et toi, tu écris juste ton code dans le body, quoi. Et puis go, quoi. Tu cherches les informations sur ton VMware ou sur ton Hyper-V, dans ton cloud, peu importe. Et puis voilà, quoi. Et puis ça, j'ai appris. Voilà. Et donc maintenant, voilà. Donc ça, c'était PSHTML. Je vais vous parler d'un autre module qui s'appelle Polaris, qui est en fait aujourd'hui plus supporté. C'est un projet open source qui est plus maintenu, voilà, ça, il est plus maintenu. Mais ça ne veut pas dire que le code, il marche plus, en fait. Hein. Et ça ne veut pas dire que personne ne peut reprendre ce projet. Ouais, Podge qui fait ça. Donc, c'est ça. Il y a Pod qui fait ça aussi en puissance 10 000. Mais c'est un mec qui développe le truc et il est nerveux, quoi. Et ouais. Et donc Polaris, c'est ça. Contraire à Pod qui fait un peu tout, Polaris, c'est vraiment juste la partie serveur web. Donc, Polaris va te permettre de créer un serveur web en plain PowerShell. Simple. Il est cross-platform, il est open source, MIT. Hein. Et, bon, il a été géré par ces deux personnes. Voilà, accessible sur ce lien-là. Donc, vous voyez, tout simple. Hein. Ça revient un peu dans ce que Arnaud il a fait un peu plus tôt aujourd'hui, avec Universal, mais beaucoup plus simple. Import module Polaris, new Polaris, get root, /hello world, response send hello world, fini. Tu vois, là on l'a lancé, et là, quand on arrive quand on fait /hello world, boom, hello world. Vous voyez, combien de lignes on a écrit? Rien, on a écrit, ouais. Et donc là, par exemple, les process, je veux savoir les process, on peut faire get process, boom. Ça allait un peu vite, peut-être. Voilà, on a new Polaris get root, on lui dit le pass, et après on dit ce qu'on veut faire, et dans la response, une valeur, enfin c'est une variable qui existe par défaut dans ce truc-là. Si tu veux renvoyer quelque chose sur la route, tu fais send, et après tu peux lui mettre ce que tu veux. Donc là, on met texte HTML, et au final, là, on lui renvoie juste la liste des process qui sont sur cette machine. Voilà, process. Bon. De toute façon, il me reste 1 minute. Voilà, on peut créer des routes. Voilà, get, post, delete, put. On peut changer le content type, donc text plain ou JSON ou HTML. Et on peut publier des static files. Donc ça, c'est ce que tu veux quand tu veux partager, par exemple, des librairies CSS ou JavaScript entre tes différentes pages, entre tes différentes routes. Et puis voilà, start server, start Polaris. Donc là, on a un exemple, le get root. On a 2 get root, on a le psconf test et le whoop. Les deux, là, celui-là, il retourne un P, et puis celui-là aussi, finalement. Et puis là, start Polaris 80. Et puis là, on a un serveur web en 4 lignes. Et c'est gratuit, contrairement à Universal.
Mais ça n'a rien à voir, en fait. C'est pas du... Hein? Oui, bien sûr. Oui, oui, non, non. Ah ouais, donc, et donc là, maintenant, on va juste combiner les deux et puis on arrivera à la fin de la présentation. Donc, vous voyez, donc là, un peu complexe, on va dire. Enfin, complexe, non, mais toutes les routes que je crée, donc, ouais, donc slash quelque chose, ce qui après, c'est une route. Ça s'appelle une route. Un endpoint, une route. Et donc, finalement, là, j'ai un répertoire route où dedans, j'ai index, remove user, query et add user. Vous voyez? Et donc là, ici, j'ai une new Polaris static route où je dis styles et il y a les styles. En fait, quand je fais ça, ça va pouvoir me permettre à moi, dans ces fichiers individuels, de référencer finalement le styles, quoi. Voilà. Et donc ici, j'importe aussi le module local account et PSHTML, bien sûr. Et puis, je lance le serveur sur mon localhost 8080. Voilà. Et quand je génère, alors du coup, j'ai ça. J'ai un Local User Management Group. Bon, c'est sur le serveur en soi qui ça apporte pas grand-chose. Donc, vous voyez, là, j'ai une machine, dans mon ordinateur, un truc qui s'appelle Client Admin. Un compte Client Admin. Il est là, il est visible. Et on va pouvoir en ajouter un nouveau ou en supprimer un à l'aide de cette page PSHTML / Polaris. Donc là, je crée un user qui s'appelle psconfuser, test user, password, je mets un password au pif, et puis je valide, on va avoir une validation, et il va rebasculer en fait sur cette page ici, et puis il est là. Et maintenant, vous voyez, on a le psconfuser là, et quand on va vérifier dans l'administrateur, maintenant il est là. Et pareil, vice-versa, on va pouvoir le supprimer aussi, ici en dessous. Donc vous voyez, il est tout de suite disponible là. On remove, faire la validation de nouveau. Et après, il retourne sur la page principale. Et le psconfuser n'est plus là. Et puis, il n'est plus là non plus. Qu'on va vérifier dans les administrateurs. Il n'est plus là non plus. Et donc, ouais, là, j'en crée un autre, mais je crois on a compris le principe. Ah, non, je crois qu'il va dire il existe déjà. Je crois que je fais ça exprès. Voilà. L'utilisateur group, il existe déjà. Il va dire non. Et puis, il sera toujours là. Voilà. Donc ouais, donc je crois que je suis arrivé à la fin. Oui, je suis arrivé à la fin. Donc, j'ai demandé aussi qui est-ce qui utilise PSHTML un peu dans le truc, chez eux, dans leurs entreprises. Donc, j'étais surpris par le nombre de réponses que j'ai eues. Donc ça, c'est par exemple, ils utilisent PSHTML pour générer the monthly deployment data, looking to take it much further soon, blablabla. Donc en fait, ils ont ça sur un énorme PC, sur un énorme écran, et ils ont des datas, tu vois, assez sympas. Donc ouais, Ravikant, il a fait une présentation là. Shen, en fait, lui, il a fait beaucoup de trucs avec PSHTML et Azure. Donc en fait, il créait des trucs dans Azure. Et ouais, avec PSHTML, c'était vraiment cool. Et puis, bon, voilà, là, il y avait d'autres trucs. Et donc, aussi, ça, c'était vraiment rigolo. Parce que, en fait, je parlais avec un collègue qui travaille aussi chez Swisscom. Et il me dit, mais attends, mais c'est toi qui as écrit PSHTML? Je dis, ouais, ouais. Putain, mais c'est trop cool parce que nous, on l'utilise. Et en fait, il m'a montré ce rapport. Et en fait, il l'utilise. Donc, ça, c'est BUM, c'est Betriebs Übertrag, Übernahme, je sais plus quoi. Et en fait, c'est des trucs de test qu'on a quand on va prendre. Quand il y a des clients qui viennent chez nous, ils disent voilà, nous, on veut que vous managez nos serveurs. Et nous, on va dire OK, mais par contre, il faut d'abord que tous ces points-là ils soient bien en ordre. Et donc, on a de l'automatisation qui permet de faire ça. Et donc, les rapports qui sont générés qu'après, l'équipe opérationnelle regarde et corrige, c'est généré avec PSHTML. Et je n'étais pas au courant jusqu'à ce que je rencontre ce collègue, quoi. Donc, c'est assez rigolo. Et ouais, donc là, je montre juste la structure. Donc, c'est un truc assez complexe, quoi, quand même. Et puis, voilà, on a vu les basiques, tout ça. Et donc, j'ai l'impression parce qu'il est là. Donc, il y a des liens si on veut encore plus. Voilà, donc c'est ça. Chen aussi,
il utilise PHTML avec Go. Donc, au lieu de faire un web, un back-end avec Polaris, comme moi je l'ai fait, lui, il va créer un back-end avec Go, qui est un autre langage de programmation. Ou alors ici, avec Node.js. Tu vois? Donc, en fait, c'est assez intéressant. Ouais, les gens, ils sont devenus créatifs, quoi. Donc voilà. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Non. Pas alors. Il n'y a plus qu'à. Voilà. Il n'y a plus qu'à.